Les grands entretiens de Storia Voce. Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve Christophe Dickès. Chers auditeurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de nos grands entretiens. Cela fait plusieurs semaines que nous n'avons pas fait d'appel aux dons. Storia Voce, je vous le rappelle, est une radio associative. Elle ne vit que grâce à la générosité de ses auditeurs. Et en retour de cette générosité, grâce à nos partenaires éditeurs, vous pouvez recevoir un livre de votre choix. Livre de poche, format normal ou bien même grand format. Il y en a pour toutes les bourses. Rendez-vous sur notre site internet storiavoce.com dans la rubrique Soutenez Storia Voce. Merci d'avance. Nous sommes au VIe siècle avant Jésus-Christ, dans le fameux palais de Crésus, roi de Lydie, et bien évidemment, comme chacun le sait, l'homme le plus riche de la terre. Or, en ce jour, Solon, le sage archonte, visite le fameux roi qui lui demande de lui décerner le titre, je cite, de personne la plus heureuse au monde. C'était sans compter sur la sagesse de Solon qui, après avoir feint de ne pas comprendre la question, se mit à expliquer au roi que le plus heureux des hommes était un certain Télos. Télos, obscur, athénien, mais qui a vu naître, qui a vu grandir ses enfants, qui les a élevés dans la droiture et la sagesse, qui les a vus eux-mêmes devenir père et mère. Télos, qui enfin bénéficia d'une mort heureuse, en luttant pour sa patrie, les armes à la main, une belle mort, une mort héroïque qui place le plus obscur des citoyens dans, je cite, l'éternité du souvenir et la reconnaissance publique. Storia Voce vous propose aujourd'hui de remonter le temps, peut-être comme nous l'avions rarement fait jusqu'à présent. Je vous propose de découvrir un vaste monde, celui de la Grèce archaïque, avec ses héros, ses mythes, mais aussi ses citoyens obscurs. Monde complexe, s'il en est, couvrant pas moins de 2500 ans d'histoire. Alors comment embrasser au sens propre une telle période? Comment faire la part des mythes, des légendes et de l'histoire? Comment les pierres parlent-elles à l'archéologue et les poèmes homériques à l'historien? C'est ce que je suis heureux de voir aujourd'hui avec Maria Cecilia d'Ercolé. Maria Cecilia, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, vous êtes universitaire, auteur de nombreux ouvrages. Vous êtes directrice d'études à l'école des hautes à l'école des hautes études en sciences sociales, spécialiste de l'histoire de la Méditerranée antique. Vous avez dirigé de nombreux travaux scientifiques. Vous dirigez aussi le Centre Anthropologie et Histoire des mondes antiques et vous êtes co-auteur d'un livre intitulé Naissance de la Grèce, donc avec Julien Zurbach, un livre dirigé par Brigitte Le Guen, Naissance de la Grèce, paru chez Belin, avec comme sous-titre de Minos à Solon, 3200 à 510 avant notre ère. Alors, Maria Cecilia, on reçoit bien évidemment au micro de Storia Voce des historiens dont on aime les livres, mais je souhaiterais apporter une mention toute particulière au vôtre, parce que c'est un ouvrage qui est d'abord très épais, il fait presque 700 pages, même plus, non, pas encore 700 pages, mais il est très volumineux, il est très lourd, mais il se lit très facilement, il est très abordable pour un sujet, comme on va le voir, qui est très difficile. Il est bourré d'images, il est bourré de cartes, de schémas, de chronologie. Il est très pédagogique, très didactique, et il sait aussi rendre hommage au passé sur le plan historiographique, puisque vous avez en fin d'ouvrage abordé ce que vous appelez l'atelier de l'historien, en rendant hommage à des personnages comme Heinrich Schliemann. Heinrich Schliemann, les auditeurs ne le connaissent peut-être pas, mais c'est celui qui était parti à la recherche du monde de l'Iliade, du monde de l'Odyssée, bref, du monde homérique. Il y a d'autres historiens dont on pourra parler au cours de cette émission. En fait, j'ai souhaité enregistrer 2 émissions. Une première approche généraliste de la Grèce archaïque, puis une seconde qui, elle, sera davantage axée sur votre spécialité, qui couvre les 8e, 6e siècles avant Jésus-Christ.
Maria Cecilia, une première question peut-être simple. D'où vient le terme de Grèce archaïque ? Alors, merci d'abord pour m'avoir invité à parler de cet ouvrage dont je suis co-auteur, comme vous l'avez rappelé, et qui effectivement visait à présenter une synthèse sur des périodes qui, tout d'abord, se trouvent difficilement rassemblées ensemble, c'est-à-dire réunies, enfin, plutôt. Donc, la Grèce minoenne, la Grèce mycénienne et la Grèce qu'on appelle archaïque, on reviendra puisque c'est le cœur de votre question, avec un découpage chronologique qu'on a voulu un peu original, on va dire, par rapport à ce qu'on retrouve d'habitude, et sur ça, si vous voulez, on pourra revenir également. Et donc la Grèce archaïque, et aussi en fait, merci de l'appréciation. Je reviens une seconde sur votre introduction, l'appréciation que vous avez fait de l'ouvrage. C'était effectivement l'un des buts. J'espère qu'on l'a atteint en fait. Vous l'avez atteint. Merci. De rendre, comment dire, accessible une quantité de documents qui sont d'une part assez disparates par leur nature et par leur quantité, par leur, si vous voulez, caractère un peu aléatoire, parce que c'est toujours le destin de ces époques reculées qu'il faut aussi reconstituer souvent à partir vraiment de fragments, dans le sens vraiment matériel du terme. Fragments de tout, fragments de documents, fragments de textes, fragments de tessons, des fragments de murs, en fait, et donc une histoire, un récit qu'il faut reconstituer vraiment. Et en même temps, le rendre accessible dans le sens que il faut le présenter dans un récit, en fait traduire ces fragments dans un récit. Il s'agit pas de combler les vides, hein, donc ça c'est pas le but de l'historien bien entendu, mais de rendre un minimum intelligible et donner, donc proposer une reconstruction qui est évidemment la nôtre, ne sera pas la même d'ici dans une autre époque. On fait un peu le côté historiographique est aussi présent dans le livre, comme vous l'avez remarqué, surtout par exemple dans l'atelier de l'historien, mais aussi dans les chapitres. Alors maintenant, pour venir à votre question, donc archaïsme. C'est une définition qu'on donne à proprement parler, en fait, la période archaïque pourrait couvrir effectivement la partie finale, en fait, de cette période, et plutôt le 7e et 6e siècle. Et même le 7e siècle a une définition qui est classiquement il est défini comme période orientalisante. Si vous voulez, on pourra revenir sur cette définition. Donc la période archaïque, à proprement parler, c'est finalement le 6e siècle, qui parfois est appelé aussi archaïsme mature, en fait. Donc il y a après des répartitions internes, si vous voulez, dans ces chronologies. Mais toujours est-il que le mot vient du mot grec arché, qui veut dire le principe, le commencement. Alors, c'est le début. Le mot d'archaïsme est bien un peu sûr. péjoratif bien pour sûr. nous Français. Je ne sais bien pas sûr. si c'est le cas en Italie, mais là, ça peut l'être. Ça peut l'être, mais là, ce n'est pas du tout péjoratif. C'est même noble. Absolument. C'est le principe et le commencement de tout. Absolument. C'est le principe et aussi, en fait, si vous voulez, en grec, ce mot a deux significations. Finalement, arché, c'est le début, mais c'est aussi le pouvoir. Parce que l'arché en grec ancien, c'est la magistrature, par exemple, désigne la magistrature. Donc, c'est ce qui est au début. Et en quelque sorte, ce qui fonde aussi dans une autre racine du mot, c'est le pouvoir aussi. Mais le début, le commencement, rassemble finalement une idée de expérience nouvelle. Et je pense que c'est un concept, c'est une notion, celle de l'expérience nouvelle ou renouvelée. C'est une idée qui parcourt un peu tout le livre et toute la période en fait, parce que on n'a pas inventé. C'est que à chaque pas, on arrive au commencement
quelque chose, d'une expérience culturelle. Commencement de la cité, commencement du Absolument. commerce, commencement de la formation des sociétés. Commencement et recommencement de l'écriture, par exemple. Commencement de l'expression littéraire. Enfin, de l'expression poétique, on peut dire. Enfin, littéraire, c'est déjà un peu plus risqué parce que littéraire implique l'écriture et là, c'est effectivement une notion qui est soumise à débat. Maria Cecilia, il y a une complexité pour aborder bien évidemment un tel sujet et nous plaquons la réalité contemporaine sur une autre réalité qui est une réalité antique. Et par exemple, le mot Grèce, on conçoit le pays tel qu'il est aujourd'hui, or ce pays n'existe pas. Est-ce que ce n'est pas un abus de langage de parler de naissance de la Grèce ou bien de Grèce archaïque? Oui, merci de m'avoir posé cette question parce qu'effectivement, je veux dire, il y a des exigences de synthèse effectivement qui simplifient en fait des réalités complexes, comme vous le dites. Alors déjà, il y a une naissance, mais il y a surtout une formation. Il y a une formation, c'est le concept, et surtout quand on l'applique à des réalités, des entités politiques, sociales, des sociétés, c'est souvent la notion de formation qui peut se faire, surtout à cette période, à travers des continuités, des ruptures, des évolutions imprévisibles, etc. Alors, les Grèces sont plurielles. C'est clair. Les Grèces. On peut parler des Grèces. Absolument. Je crois que c'est absolument, on peut parler de Grèce, on peut parler, on le voit très bien, on a une période minoenne dans laquelle, effectivement, la Crète est vraiment au centre. Déjà, la période mycénienne est beaucoup plus, voit, l'émergence de réalités, qui sont beaucoup plus élargies dans toute la Méditerranée, je veux dire, dans l'Égée. Oui, on va y mais revenir, aussi, voilà. Et, après, c'est la Grèce archaïque, c'est souvent une Grèce régionale. Et surtout, il y a la Grèce au-delà de la Grèce. Donc c'est effectivement une dimension. Il y a le phénomène des colonies. Absolument, de l'expansion outre-mer, mais qui est une expansion qui date déjà au moins de la fin du Xe siècle, parce que en fait c'est la période déjà en Asie mineure, en fait sous les côtes de l'Anatolie, la présence d'abord mycénienne et puis la présence de cités comme de centres comme Milet, Éphèse était évidemment bien ancienne. Donc, le monde grec est en réalité un monde très élargi. Alors, il y a des limites géographiques, mais il y a aussi des limites chronologiques. 3200 à 510, les trois périodes, minoenne, mycénienne et archaïque. De Minos à Solon. Qui était Minos, Maria Cecilia? Alors, Minos et c'est le seul nom, si vous voulez, qu'on peut dégager de cette période, de cette civilisation minoenne qui est si puissante, florissante, mais qui n'a pas permis de laisser de connaître un seul nom de dynastes, de souverains, de chefs qu'ils sont. Alors Minos est le premier personnage qui est quand même, c'est le premier nom qui est attribué en fait à un personnage de pouvoir et qui existe aussi dans l'Iliade, en fait, qui est nommé par Homère, avec une généalogie mythique qui est très intéressante. En fait, c'est la généalogie. En fait, il serait en fait le fils de Zeus et d'Europe, et le père de Deucalion, qui est le premier des hommes. Donc, c'est vraiment une généalogie d'une part divine et d'autre part des origines. Alors, l'hypothèse est que, comme c'est ton nom qui revient, l'idée est qu'il pourrait être aussi un nom qui désigne une charge. À la fois une charge de pouvoir, en fait. Minos, c'est comme dire un roi, en fait, une sorte de roi, de personnage de pouvoir qui. Donc en fait, c'est intéressant parce que Minos, on ne sait pas si vraiment il a existé. Non. Il apparaît dans l'Iliade, et on ne sait pas si c'est un personnage ou bien une fonction.
Oui, voilà, il peut être les deux, comme on a eu beaucoup plus tard, si je peux me permettre ce parallèle, mais César, par exemple, c'est un nom. Mais c'est aussi une fonction plus tard. Exactement. Parce que c'est l'idée, en fait, mutatis mutandis, évidemment, je veux pas faire Le parallèle est très bon. Et c'est ça aventureux. ce qui ressort de ce livre, c'est que quand on travaille sur la Grèce, comme vous le faites, on ne peut pas vraiment séparer le mythe et l'histoire. Et alors, on essaye évidemment de le séparer, mais il faut savoir que le mythe, c'est une façon de penser, en fait. Une façon de penser pour ceux qui l'ont créé, de penser, d'expliquer, de rendre compte du monde, de rendre compte aussi des alliances, de rendre compte des descendances. Je fais un exemple. La notion de généalogie, en fait, pour les Grecs est très importante. Ça sert à créer des parentés. Par exemple, ils ont créé une parenté mythique avec les Étrusques. Les deux, les Grecs et les Étrusques, seraient descendus, selon certaines versions, des Pélages. C'est-à-dire une ancienne population mythique, mais très ancienne, en fait, aux origines. Vraiment. Pareil pour les Macédoniens, dont la filiation grecque est douteuse, eh bien, elle est récupérée grâce à une descendance argienne, une possible généalogie argienne. Donc, le mythe est un peu partout. Et puis il peut prendre évidemment des significations différentes. Hein. Donc il est continuellement réactivé. Il peut y avoir des différentes versions qui coexistent, qui font bon ménage d'ailleurs en fait, qui sont parfaitement, qui peuvent complètement coexister. Alors. Vous me dites, est-ce possible de faire la part du mythe et de l'histoire? Et oui, bien sûr, on ne fait pas l'histoire avec le mythe en quelque sorte, mais il faut intégrer le mythe comme façon de penser le monde. En fait, c'est ça. Alors on le verra la semaine prochaine dans notre émission qui sera consacrée à un personnage, nous allons voir s'il est mythique ou s'il est historique. Il s'agit d'Homère. Je reviens à la chronologie. Vous commencez à Minos dans ce livre, vous terminez avec Solon. Pourquoi Solon? Donc nous sommes en 510, avant Jésus-Christ. Oui. Donc là encore, il faut dire, c'est une... donc on termine en réalité avec les tyrannicides. On termine avec la fin de la tyrannie à Athènes. Solon, si vous voulez, c'est un personnage dont le nom a été saisi parce qu'il est significatif de cette époque, donc de ce 6e siècle. Comme vous l'avez dit, en fait, dans la rencontre avec Crésus, vous voyez, déjà, cette rencontre est inventée. Elle n'a pas pu avoir lieu, les chronologies ne correspondent pas. Solon est antérieur. Mais c'est un personnage qui est tellement représentatif de son époque. C'est-à-dire, c'est une personnalité qui a tellement de facettes. Homme politique, législateur, voyageur. C'est quelqu'un qui... par curiosité et aussi par stratégie, par longtemps. C'est aussi l'un des 7 sages. Et donc, il est un peu, il synthétise un peu, c'est la marque un peu de ce siècle, de ce 6e siècle. Mais en fait, il est actif en 594-593, donc il est mort, largement mort en 510. Mais pourquoi 510? On l'explique un peu à la fin du livre. C'est une date qui est quand même très significative parce que non seulement il y a cette césure très politique si importante, la fin de la tyrannie à Athènes, qui est la première étape pour des changements très importants en direction de notre régime, on le sait, c'est la démocratie athénienne. Je mets des guillemets. Vous mettez des guillemets, je mets des guillemets. Pas comparer je mets même 2 guillemets volontiers autour de démocratie, mais qui est quand même, effectivement, un pouvoir dans lequel le citoyen est concerné par la chose politique. Ça, c'est au moins cette donnée est quand même
Une donnée significative, en fait. Donc, de Minos à la naissance de la démocratie. Tout à l'heure, vous évoquiez, vous utilisiez un terme, vous parliez d'égresse pour montrer qu'il y a une pluralité de situations. Est-ce que on peut aussi parler d'une pluralité des civilisations, des comportements, des sociétés, des pouvoirs? Assurément, il y a des différences de comportements qui sont très importantes et qui sont mises en valeur dans les sources elles-mêmes. Hein. Ça, c'est bon, il y en a une qui peut être assez évidente, c'est celle entre la différence entre Athènes et Sparte, en fait. Donc une société spartiate qui est très orientée vers des pratiques communes et communautaires, dans laquelle on a une pratique, une régularité des rencontres, des rituels qui forgent quand même un ensemble assez restreint, l'ensemble des citoyens qui ont les pleins droits, c'est homoioi, c'est pas un hasard, donc ils sont égaux, ils s'estiment égaux entre eux en fait. Et effectivement, Athènes, il y a une pratique certainement différente de la, avec les échanges, une plus grande ouverture, une pratique, on va dire, de la chose politique, de l'opposition politique, du débat politique, qui certainement a des formes différentes, parfois dramatiques aussi, en fait, dans les différentes tentatives d'abord, et puis instauration de la tyrannie, mais qui a un large, s'affirme comme une sorte de coup d'État, mais qui a une large suite. Et puis à Corinthe aussi, on l'oublie souvent, mais Corinthe est une cité aux très anciennes traditions mythologiques, pratiquement des très grands mythes en fait sont rattachés à cette ville. D'ailleurs, elle en fait l'emblème, presque sa façade. Par exemple, le mythe de Pégase qui aurait été amadoué justement par Bellérophon à la source Pyrène, qui est donc l'ancienne source de Corinthe. Et il y a toute une série de mythes, en fait, qui sont rattachés à Corinthe. Et il y a des pratiques marchandes, par exemple. Alors, c'est Hérodote qui dit, en fait, que Athènes et Corinthe sont parmi les cités où les artisans sont le plus appréciés. Et c'est révélateur, comment dire, de cette attitude de ces deux cités qui sont effectivement très ouvertes à la production, aux échanges et qui sont encouragent en fait aussi ce genre de figures sociales, de production de richesses, etc. Alors, il y a une chose que je trouve assez fascinante, c'est on pourrait se dire que, au fond, comme il y a peu de sources, comme l'archéologie, c'est pas une science facile. L'historiographie évolue très peu. Or, votre ouvrage montre que les idées évoluent sur les études. Je pense notamment à la révolution hoplitique. Il y a 20, 30, 40 ans, on parlait de révolution hoplitique, qui était une révolution militaire, qui était une révolution à la fois politique, etc. Eh bien, tout cela, c'est derrière nous et on évolue sur les considérations historiographiques. Complètement. Oui, vous avez complètement raison. Il y a beaucoup d'évolutions. Même, ça pourrait être étonnant parce que, comme vous le dites, on a l'idée que le monde du passé est un monde statique et ça ne l'est pas du tout. Ce n'est pas le cas. Et comme vous voyez, par exemple, je peux vous porter deux exemples. En fait, l'un qui a à voir avec l'économie des palais mycéniens. Ce que montre très bien Julien Zurbach, c'est le fait que
dans le temps, on pensait que cette économie des palais était vraiment concentrée sur le palais. Et enfin, l'économie mycénienne était concentrée sur le palais, qui agissait comme un lieu de redistribution et que il n'y avait pas d'autres activités au-delà. Et en fait, on voit très bien qu'il y a des propriétés foncières qui existent, qui sont au-delà en fait du palais. Il y a des échanges qui se font au-delà du palais. Donc, ce sont des modèles de reconstruction économique qui sont économique et parfois aussi anthropologique, parce que c'est l'idée de la redistribution est aussi fondée sur une économie du don contre don, en quelque sorte, en fait, de ce qu'on. Et alors pour la Grèce, vous avez nommé la révolution politique, bien entendu, il y a beaucoup de théories qui s'affrontent sur la continuité, sur la rupture, ce qui est évident, c'est que ce passage au politisme peut se voir en lien avec la cité, évidemment, avec l'évolution de la cité. C'est vraiment une armée. L'armée des hoplitiques s'explique avec l'élargissement de ces communautés citoyennes, et non seulement parce que les hoplites sont en partie des petits propriétaires. En fait, ils sont censés, au moins au départ, pouvoir eux-mêmes à leur propre armement ou défendre leurs terres. D'ailleurs, c'est une idée qui reste longtemps dans la vision grecque de la guerre. Les meilleurs guerriers sont les petits propriétaires, parce que eux, ils ont intérêt, ou les propriétaires, ils ont intérêt à défendre leur terre. Mais ce n'est pas seulement ça. Je pense que c'est aussi l'idée que si vous reconstituez en fait la tactique politique, cette idée de ne pas défaire les rangs, eh bien dans cette question il y a beaucoup dans cette tactique vraiment de combat, il y a une question aussi de apparaître, de confiance, de ne pas trahir, de se révéler en compagnon fidèle pour les autres qui sont à côté. C'est une tactique dans laquelle, si on rompt les rangs, c'est la perte pour tous. Et voilà. Ce qui ressort un peu du film 300, si mes souvenirs sont bons. Alors ça, je vous avoue que je l'ai pas vu. Vous l'avez pas vu, mais c'est exactement ce que vous présentez, à savoir le fait que chaque soldat qui tient une lance et un bouclier dépend de son son voisin. Ça, de toute façon, c'est le principe en fait de cette tactique. Et c'est pourquoi, effectivement, il y a cet entraînement qu'on voit très bien à Sparte, le fait de ne pas de tenir les rangs. Et ce qu'il disait, enfin, je citais un passage de Thucydide quand il disait, voilà, les Spartiates, eux, sont en mesure d'avancer lentement, sans courir, froidement, lentement et sûrement, avec cette capacité de tenir. Et aussi, il y a après des poètes comme Tirté, surtout, en fait, qui incitent non seulement à tenir, mais aussi mettre l'accent sur la honte qui peut venir du fait. Et puis bon, il y a des esprits que j'aime bien par ailleurs, comme Archiloque, qui disent voilà, c'est vrai que oui, j'aurais dû tenir maintenant mon bouclier dans les mains de l'ennemi, mais finalement j'ai sauvé ma vie. Et donc les deux, il y a tout ça qui se fait. Je me permets de renvoyer, puisque nous avons enregistré une émission sur les Spartiates de Nicolas Richer, si mes souvenirs sont bons, de renvoyer nos auditeurs à cette émission. Maria Cecilia, votre ouvrage, j'aime beaucoup votre ouvrage aussi parce que au fond, c'est un hymne à l'humilité de l'historien. C'est-à-dire que l'historien, historia en grec, c'est l'enquête, et celui qui fait une enquête doit, surtout pour la Grèce archaïque, pour l'époque mycénienne, etc., doit faire preuve d'humilité et doit accepter de voir des zones d'ombre, parce que il y a énormément de choses qu'on ne peut pas savoir, qu'on ne sait pas et qu'on ne saura jamais. Complètement.
C'est tout à fait vrai. Et je pense que nous avons essayé effectivement de mettre en valeur c'est aussi ces zones d'ombre et comment dire, ces points outre lesquels on peut rien dire. C'est par exemple un cas, c'est le cas que Julien Zurbach traite sur l'effondrement des palais mycéniens. Il y a beaucoup de théories qui peuvent être, il y a beaucoup de faits qu'on voit, donc certains mouvements des peuples méditerranéens, les invasions de ces peuples de la mer, on voit des faits, des destructions. Est-ce qu'on peut aller au-delà pour non, enfin on peut pas donner une explication politique factuelle totale à cette. Ce qu'il y a de, on a fait plusieurs émissions sur le déclin de l'Empire romain. Oui. Il y a des dizaines et des dizaines d'explications au déclin de l'Empire romain. Là, vous avez une civilisation, un royaume mycénien ou des royaumes mycéniens, et ces royaumes, à un moment de leur histoire, entrent en déclin également. Oui, absolument. Mais c'est un constat en fait. C'est un constat et puis. Mais il est très difficile de travailler sur les causes de ce déclin. Voilà, comme vous aurez vu, en fait, il y a évidemment des concepts. Par exemple, le concept très contesté actuellement de Dark Age. Donc là encore, il y a un constat, il y a des faits, donc réduction des témoignages archéologiques, disparition de l'écriture. Mais il y a une difficulté à construire un récit, à donner des explications des causes. Et puis, encore une fois, on voit, vous parliez tout à l'heure de ce renouveau du 8e siècle, lorsqu'on voit réapparaître, en fait, certains phénomènes, mais sous une forme différente, je sais pas, l'écriture, par exemple, l'écriture en est un. Personnellement, je pense que l'apparition de l'écriture, la réapparition de l'écriture au 8e siècle, suppose quand même une forme souterraine d'usage de l'écriture, mais qui n'est pas visible, mais qui remonte au moins au siècle précédent, de toute façon à quelques générations auparavant, parce qu'on la retrouve vers 730, l'écriture, et cette fois-ci avec des caractères qui sont pris de l'alphabet phénicien, donc qui ne sont pas les mêmes que dans le linéaire B. Mais d'emblée, on voit des compositions métriques, ne serait-ce que quelques lignes, avec des compositions assez élaborées. La célèbre coupe dite de Nestor, parce que elle cite ce Nestor et Aphrodite à la belle couronne sont quand même des formes, et c'est un vers, donc c'est une composition métrique. Donc l'idée est que il y a effectivement des faits il y a des constats, il y a des hypothèses, et des hypothèses qui changent beaucoup. Encore une fois, si vous voulez, on peut revenir sur une autre hypothèse qui a été fortement ébranlée dans les derniers temps, c'est-à-dire la dérivation du temple grec du mégaron mycénien. Et c'est les études récentes à partir la fin des années 90 ont montré que non, il y a pas de lien. À la limite, on passe par une phase dans laquelle il y a des édifices, des bâtiments très importants qui sont appelés les maisons du chef, dans lesquelles les deux fonctions politiques et sacrales sont réunies. Mais que le temple grec n'est pas le fils ni le petit-fils du mégaron. C'est le résultat plutôt d'une phase de recherche architecturale et politique, déjà de séparation des pouvoirs politiques. Ça, c'est déjà. Alors c'est ça qu'il y a mais même sur le religieux, à lire toute la période mycénienne, on voit que le politique et religieux existent bien évidemment, mais ne sont pas forcément imbriqués. Non, voilà. Et si vous voulez, ça c'est aussi une caractéristique un peu je trouve du monde grec, c'est-à-dire la religion est partout. La religion est partout, en fait. La croyance dans les dieux est partout.
Les dieux viennent à la guerre, les dieux permettent de partir, voilà, tout est gouverne ils sont aussi à l'origine du monde, si on veut. Et en même temps, il y a quand même une séparation, il y a une force mais que je dirais que déjà s'affirme chez Hésiode, qui dit en fait finalement travaille mon frère parce que en fait ceux qui travaillent sont chers aux dieux. Et il y a une forme d'activité humaine, en fait, une capacité de forger le destin, son propre destin, qui est quand même présent, en fait, depuis les premières. Il n'y a pas de déterminisme religieux. Voilà. Ouais. Absolument. Ouais. Ce qui est passionnant. Il y a, Maria Cecilia, une expression que nous n'avons pas, même deux expressions que nous n'avons pas utilisées, c'est âge de bronze et âge de fer. Est-ce qu'on doit l'utiliser pour cette période, premièrement? Et deuxièmement, est-ce que on distingue véritablement un avant et un après, le passage d'un âge de bronze à un âge de fer? Alors, encore une fois, merci. C'est une question très importante. Oui, je pense qu'on peut certainement les utiliser. Comme on a essayé un peu de le dire, et, évidemment, il y a plusieurs périodisations et formes de périodisation qu'on peut utiliser pour le même siècle, en fait. Et toutes les définitions peuvent être valables. Par exemple, la période géométrique, vous pouvez aussi bien l'appeler âge du fer. La période géométrique correspond en fait au fait de dessiner des formes géométriques sur les poteries. Elle est ainsi appelée de ce style, qui est un style de décor géométrique. Et qui est assez des décors céramiques, pardon, qui est assez impressionnant parce que il est extrêmement stylisé, abstrait. Oui. En fait, je pense qu'il est très en syntonie avec une certaine sensibilité contemporaine, moi je voudrais dire, parce qu'effectivement, il est épuré, en fait. Il y a une sorte et qui en même temps arrive à un moment, ce qui est très intéressant dans sa dernière phase, dans le géométrique récent, à introduire le récit figuratif. Donc, la figure humaine. Ouais. Ou la figure des animaux, l'image. Elle est introduite. Et ça, c'est incroyable parce que, en fait, on voit devant nous apparaître pour la première fois de l'histoire de l'humanité des images. Oui, voilà. Donc, alors, il y en avait déjà, en fait, dans la période minoenne. Oui. Ensuite, il y en a dans l'art égyptien, évidemment, mais... Et puis dans la préhistoire, mais sur la Grèce, voilà. Absolument. Mais je crois que ce qui est vraiment très intéressant, c'est ce niveau d'abstraction de la figure et en même temps cette capacité de transmettre des messages très concrets, très précis. Par exemple, la notion de deuil. En fait, on voit très bien qu'il s'agit d'images funéraires sur certaines, non? Donc, certaines vases qui sont très connus, en fait, au musée d'Athènes, national d'Athènes, ou au Metropolitan Museum. Et ce sont des vases à sujet funéraire. Et on voit très bien, même avec une extrême simplicité des moyens figuratifs, qu'on arrive à exprimer des situations, des sentiments. À la limite, ou des situations rituelles, le deuil, justement. Ou alors, la richesse, à étaler la richesse. Par exemple, quand vous avez ces baldaquins, l'attention à certains détails dans le rendu du lit funèbre, la clinée. C'est très étonnant cette façon d'arriver. Ça laisse vraiment, ça incite vraiment à l'admiration, du moins. Et encore une fois, ça rentre dans cette idée de commencement, de commencement et recommencement dont on parlait tout à l'heure. Mais pour revenir à votre question, oui, c'est âge du bronze, âge du fer, bien entendu, âge du bronze, l'époque mycénienne, âge du fer, au moins, ça commence déjà au Xe siècle, mais alors, ce sont des usages différents qui se superposent, qui ne sont pas abandonnés. Le bronze et le fer sont utilisés, cohabitent bien entendu.
Je crois que le 8e siècle voit vraiment une utilisation assez généralisée du fer et que peut-être cette croissance démographique est au moins partie aidée par cet usage du fer, parce que c'est une diffusion, comment dire, le fer est une ressource qui est beaucoup plus distribuée, qui peut appeler à des technologies de travail qui sont différentes, pas forcément la fusion, mais les forgés, par exemple. Donc, il y a et qui peut-être aident cette croissance démographique qu'on constate au 8e siècle, même si on peut évidemment, même si nos indicateurs sont partiels, bien entendu. Ça, c'est... Alors, Maria Cecilia, nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie d'être venu au micro de Storia Voce, et j'ai bien conscience qu'on laisse nos auditeurs sur leur faim, et c'est pour cette raison que je leur donne rendez-vous la semaine prochaine. Nous allons aborder cette révolution archaïque, ce 8e siècle qui est absolument capital dans l'histoire du monde, disons-le, et avec comme sous-titre cette émission « Comment Homère a dominé le monde ». Et d'ailleurs, est-ce que Homère a vraiment existé? C'est ce que nous allons voir la semaine prochaine. Donc, naissance de la Grèce de Minos à Solon, 3200 à 510 avant Jésus-Christ, avant notre ère, paru chez Belin, un ouvrage dirigé par Brigitte Le Guen, et donc avec comme co-auteurs Maria Cecilia d'Ercolé et Julien Zurbach. Merci beaucoup pour votre fidélité, chers auditeurs, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci à vous. Merci.